techniques de captation de l'attention ont été érigées ces dernières années en la plus lucrative des sciences, mais avant de nourrir le technocapitalisme et les rouages des réseaux sociaux mondialisés, elles ont tout de même servi des causes un tout petit peu moins démoniaques, comme l'art de la rhétorique. Et je n'y connais certes pas grand-chose, mais je sais par exemple que quand un discours commence à sembler monotone et perdre son auditoire, il est recommandé de ménager un creux, se mettre à parler plus doucement, retomber dans les graves et soudain remonter. Et voilà, tout le monde s'est réveillé. Je pense que je pourrais faire un bon leader fasciste si je me sortais un peu les doigts, ou peut-être un journaliste collabo, qui sait. En tout cas, je me dis que cette fameuse période qui sépare la saison des cérémonies et le festival de Cannes, et où traditionnellement plus rien de très excitant ne sort en salle, et bien dans l'économie de l'attention que nous portons ou bien ne portons plus au cinéma, c'est ça, c'est le creux, c'est la voix qui retombe pour revenir de plus belle avec le réveil des auteurs superstars amenés par le tapis rouge de la Croisette. Voilà en tout cas pourquoi nous n'avons rien sorti à sortie de secours depuis un mois, puisque comme disait Alfred de Vigny, la presse est une bouche forcée d'être toujours ouverte et de parler toujours, de la vient qu'elle dit 1000 fois plus qu'elle n'a à dire et qu'elle divague souvent. La citation complète ajoute ensuite, à part à sortie de secours, où ils ont l'amabilité de ne pas se forcer à sortir des émissions quand il n'y a aucun film dont ils ont envie de parler. C'est bien beau, mais on n'allait pas se laisser couler dans l'oisiveté pendant 2 mois non plus, alors on a pris les 2 films qui marchent en ce moment. Projet Dernière Chance, space opéra intimiste produit et interprété par Ryan Gosling sous la caméra de Phil Lord et Chris Pliner, et Les Rayons et les Ombres de Xavier Giannoli, fresque Maus sur le glissement d'un journaliste pacifiste vers le déshonneur de la collaboration. Pour en parler, j'ai de véritables maîtres de la rhétorique, hypnotiseurs à la voix de velours que sont Yael Sadat, bonjour. Bonjour. Guillaume Aurignac, bonjour. Bonjour. Et Léo Haddad, journaliste à Rock & Bonjour. Folk, ancien rédacteur en chef cinéma de Technicart. Alors je précise une chose, pour les incels fans de Muriel Joudet qui nous la réclament en commentaire à chaque fois qu'elle manque une émission, elle va devoir s'absenter pendant un certain temps pour se consacrer notamment à l'écriture de son nouveau livre. Elle reviendra quand la cagnotte Ko-fi aura atteint 300 € par mois, m'a-t-elle dit. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire avec le lien en description de la vidéo. Et nous, pendant ce temps, on part pour une autre galaxie. Projet Dernière Chance de Phil Lord et Chris Miller s'appelle en version originale Project Hail Mary, projet Ave Maria. C'était quand même un titre un peu plus joli, ça assumait le sacré, la Vierge et l'Immaculée Conception, mais il y a apparemment chez son distributeur français Sony des laïcards ou des huguenots qui ne mangent pas de ce pain-là. Bref, Projet Dernière Chance est adapté d'un roman de l'auteur de Seul sur Mars, acheté dès avant sa parution par un Ryan Gosling qui, après First Man, voulait apparemment déjà retourner se mettre la tête dans les étoiles, et le fait donc dans ce curieux blockbuster à l'épure dont il est pratiquement le seul personnage humain, si on accepte les flashbacks terrestres, et qu'il a sorti donc d'un cosmonaute extraterrestre mi-araignée, mi-caillou, avec qui il va tâcher de sauver l'univers d'une espèce de bactérie de l'espace, mangeuse d'étoiles. Alors moi j'aime modestement, mais je crois que tout le monde s'en fout un peu. Qui s'en fout, Yal? Peut-être que je m'en fous le moins, je sais pas. En tout cas, il y a de la matière, parce qu'il y a dans ce projet, il y a un peu 2 projets, justement. L'un qui concerne les réalisateurs, Phil Lord et Chris Miller, et l'autre qui est un projet bilan aussi, vous savez, ce genre qui est devenu depuis une dizaine d'années le film de star masculine hollywoodienne, seule dans l'espace, voilà, et qui coproduit son film sans forcément toujours être à l'initiative du projet, mais voilà, on est en plus dans l'adaptation du même auteur que Seul sur Mars, donc voilà, entre Seul sur Mars et Matt Damon, entre Ryan Gosling une première fois. Mais il y a quoi d'autre? Alors moi j'en ai un en tête avec Adam Sandler, qui est, je pense que personne n'a vu et qui est ni fini à faire. Bien sûr, absolument. Et donc Ryan Gosling l'a fait avec First Moon. Enfin, il y a toujours First Man. Pardon, avec First Mais Man. ça marche. Ça marche. Il y avait aussi un Moon, mais bon, bref. Et donc, voilà, ça a été fait plusieurs fois, et on sent que déjà, bon, ce film-là, ce projet de bilan-là ne m'intéresse pas forcément, même si on sent qu'il y a une sorte de désir de somme, d'empiler les Brad Pitt avec le James Gray, bien sûr. Bien sûr, d'empiler les tropes sur ce mode-là pour aussi donner des gages, prouver quelque chose, parce que d'une manière analogue, alors c'est pas un film avec un homme tout seul dans l'espace, mais un homme dédoublé dans l'espace qui est Mickey 17 l'année dernière. On voyait cette espèce de personnage pantin qui subit l'action plus qu'il ne l'emmène, ce qui est un peu une sorte d'obsession d'Hollywood et du blockbuster en ce moment, jusqu'à des très bons films qui sont
pas tout à fait des blockbusters, mais à la marge, qui sont les films de P.T. d'Eddington, avec cette pontinisation du héros. Et là, on sent que chez la star masculine, il y a 4 minutes 30, c'est devenu un gage. Il a déjà réussi à parler d'Eddington. Évidemment, je suis là pour ça. Ça aussi, c'est une injustice qui sera rétablie. Non, mais il y a effectivement, c'est devenu un gage de légitimité chez les acteurs hollywoodiens. On sent se filmer comme Gosling au tout début de ce film aussi, de projet Dernière Chance, comme un pantin dont on découvre qu'il était moins héros que Schtroumpf à lunettes, scientifique, etc., qui est le jouet en même temps on a l'impression, bon, il est très, très doué en sciences, on a l'impression qu'il est l'objet de ses propres expérimentations, quoi. Bon, ça, ce truc-là, bon, il refait en quelque part ce qu'il a fait sur un mode geek, ce qu'il avait fait avec First Man, et ça m'intéresse à aucun moment. Ce qui m'intéresse plus, c'est l'autre bilan de Phil Lord et Chris Miller, qui sont quand même ces deux comparses qui viennent de cette galaxie aussi du film geek. Bon, évidemment, alors il y avait 21 Jump Street, il y avait le Lego Movie. Ce tandem-là vient de cette même galaxie à laquelle on pourrait affilier Joss Whedon. Et en voyant le film, et surtout en écoutant le film, parce que tout l'intérêt du film, c'est comment Gosling va se retrouver à parler avec, voilà, c'est au cœur du film, donc c'est pas un spoiler, avec un caillou qui rappelle évidemment caillou qui rappelle le Wilson de Seul au monde de Zemeckis. Il y a quelque chose comme ça, mais poussé dans ses retranchements. Et on va avoir donc une manière de parler, de se confronter à sa mortalité, puisque c'est quand même l'idée de sauver le monde en sachant qu'on se sacrifie, etc. Alors, ça m'intéresse que des types qui soient des disciples, enfin des gens de l'école Whedon fassent ça, parce que en voyant le film, j'ai pensé à ce qu'a théorisé dans un essai d'un auteur américain appelé Grafton Tanner, qui est paru chez Façonnage édition. On fait un peu un instant promo. Il s'intéresse à ce qui a été appelé sur Internet le Whedon Speak, c'est-à-dire la façon dont les personnages de Whedon commandent sans arrêt l'action sur un mode méta, qui est plus qu'une allusion méta ou qu'un système, on va dire, de gimmick. C'est une sorte, toujours une manière, comme il le dit dans le bouquin, de mettre à distance les émotions et la mort. Et la vraie peur de périr. C'est la roublardise de Robert Downey Jr. Voilà, enfin c'est tout un tas de films méta dont Lego Movie est un exemple proverbial de mettre à distance l'idée de finitude, de mort, etc. Et on voit bien que dans 21 Jump Street, c'est toujours des histoires de garçons, de mecs qui se balancent des vannes pour mettre à distance quelque part l'émotion. En tout cas, moi, en tant que spectateur, ce qui m'énerve dans ces films-là, et ça m'avait déjà beaucoup énervé à l'époque de Lego Movie, de Lord et Miller, c'est que j'avais l'impression d'un univers où, en fait, on ne se parle pas vraiment. Et on pourrait dire que ce Whedon Speak, qui tiennent de Joss Whedon, on entend We Don't Speak. C'est-à-dire qu'on se parle, on se parle jamais vraiment. Et en fait, on sent que là, ils veulent en finir, enfin, en tout cas, ils veulent mettre à l'épreuve ce truc-là, aller plus loin, ou plutôt se dire, on va voir ce que ça donne deux mecs. Enfin, parce que c'est quand même une histoire de masculinité, hein. C'est le caillou est masculin, ils parlent de leurs petites copines respectives, ils parlent de leurs aspirations, de leur passé, etc. Entre mecs, et en essayant de lâcher les émotions, de se faire un câlin, etc. Oui, on peut faire un câlin à un caillou. Donc, c'est ce truc-là. En plus, ils peuvent pas parce qu'ils sont pas dans la même dimension. Oui, on est certain qu'il est masculin, le caillou. Oui, tu sais, il a une femme. Il a une mate. Il a une mate. Il a une mate. C'est nécessairement féminin. Je crois pas que ce soit. L'idée même, le paradigme du masculin-féminin n'existe peut-être pas dans son univers. Moi, je pense que c'est volontairement laissé. Moi, justement, ce que j'aime dans le film, mais qui est un peu paradoxal, c'est que je trouve qu'ils ont quand même réussi à construire une vraie altérité forte. Alors là, je sens que les gens vont me dire mais non, c'est pas une altérité parce que lui c'est vraiment un autre Ryan Gosling. Évidemment que son pote est un miroir, mais par contre il y a une altérité de la matière, une altérité de la forme profonde, ontologique, euclidienne de l'univers dans lequel il se déplace, la structure des vaisseaux, et qui fait que on a un peu le frisson de l'ailleurs, il est là. Alors par contre, il n'est pas du tout dans la rencontre. Non, et ça, c'est quand même assez paradoxal. Je vais juste conclure mon tunnel pour dire que, en fait, à un moment donné, le problème d'affronter les émotions et d'en finir avec ce langage, c'est qu'en fait, le naturel revient au galop. Je suis d'accord avec toi qu'à un moment donné, on sent un truc, on est avec eux pour de vrai pendant un bon moment. Mais le naturel geek et cette espèce de pudeur
C'est cette pudeur en fait qui est un problème masculine, qui consiste à faire des vannes et à se rappeler toujours qu'on est dans une fiction pour mettre à distance la vraie émotion. Ça finit par revenir, notamment du fait que tu disais, est-ce que c'est un homme, une femme, ce caillou? Il lui prête une voix et il lui aussi se met à faire des blagues autoréférencées, à avoir une voix masculine. Donc je pense que si c'était une fille... Mais c'est la décision de Gosling, c'est la décision du personnage de Gosling. Je dis pas ça pour défendre le film, c'est juste sa décision à lui. Il décide de l'appeler Rocky parce que c'est un caillou. Voilà. Et ensuite, il appelle sa copine Adriane, mais d'ailleurs qui est marqué Adriane comme un prénom masculin dans les sous-titres. Comme ça dans Rocky aussi. Oui, mais c'est un prénom justement parfaitement mixte. Donc, en tout cas, ça devient ça pour Gosling et ça devient ça du coup pour le film. Et à un moment donné, ce naturel geek et paralangage qui met à distance toutes les émotions, en fait, revient au galop. Et voilà, avec les références, je ne vais pas égrener toutes les références qui font quand ils se parlent, rencontre du troisième type, enfin voilà, et évidemment Rocky. Ouais. Moi, je pense que tu t'oublies une chose, comme d'habitude. J'ai envie de dire. Fallait pas l'inviter, comme on dit. Non, mais c'est que c'est vraiment un film pour enfants. Je pense presque que c'est son défaut principal. D'ailleurs, c'est sa qualité commerciale, c'est pour ça qu'il marche. Mais c'est entièrement comme ça qu'il est pensé. Donc, c'est un film pour enfants avec où finalement, pendant la première heure, on se dit, ok, bon, c'est marrant. Il y a beaucoup de la distance qu'il met. L'installation est plutôt réussie. Il y a de la distance et de l'humour presque tout le temps. Ok, tu te demandes pourquoi, puisque tu as l'impression que tu es rentré dans un film qui n'est pas justement qui n'est pas nécessairement un film de ces réalisateurs qui sont justement des gagmen et des gens qui font des films rigolos et pour enfants. Tu crois que tu es en train de te mesurer à la grande SF, la SF qui fait mal à la tête, la hard SF comme ils disent aux États-Unis. Et puis finalement, quand le caillou arrive, le caillou crabe, je ne sais pas si c'est araignée ou crabe. Araignée, crabe, caillou. Quand le caillou crabe arrive, on se rend compte que c'est Marley et moi, quoi. C'est un film avec un petit chien, avec un petit. D'ailleurs, ça n'est jamais, alors même que ce caillou est censé lui-même être un grand cerveau de sa civilisation extraterrestre, etc. Il est jamais montré comme ça, il est effectivement montré grâce à la problématique du langage, il est montré comme une espèce de petit toutou doudou avec lequel on fait des câlins, mais c'est parce que c'est directement dirigé vers les enfants. Et c'est vrai que quand on regarde des films pour enfants à l'âge qui est le nôtre, il y a deux solutions. Il y a la solution où on est ramené, où on se dit l'enfant qui sommeille en moi est tellement heureux de voir ça. Et puis il y a les films où on se dit si j'avais 8 ans, ça m'aurait plu. Et ce film-là fait partie de cette deuxième catégorie, malheureusement. On le regarde un petit peu en se disant bon, si j'avais pu emmener mon fils, ou si j'avais moi-même eu 8 ans, peut-être que je l'aurais aimé. Mais c'est vrai le film se neutralise lui-même. Après la première heure, il se neutralise lui-même parce qu'en fait, son horizon, c'est seulement ça. Mais si tant est que c'est pour les enfants, et c'est pour les enfants, effectivement, c'est plutôt pour les enfants, et pour les adultes qui regardent des trucs pour les enfants, qui sont quand même un public nombreux. Mais c'était le film Lego Movie, c'était déjà ça. C'est quand même, là où je le défends aussi, c'est que je trouve qu'on est quand même dans le prolongement de la mélancolie goslingienne, qui est un truc que je défends plutôt et qui est caché dans plein de films et qui est encore un peu là et qui était très présent dans First Man. Et c'est quand même un film sur un type qui veut se suicider, grosso modo. Et par ailleurs, même la menace à laquelle s'affronte le film fait naître aussi un petit, je note peut-être particulièrement pour les enfants, un petit gouffre d'angoisse, parce qu'il est quand même question, non même pas de la fin du monde, mais de l'abolition de la matière quasiment. Et donc je trouve quand même qu'il y a une humeur sombre cachée dans une espèce d'interstellar feel good qui apporte une nuance particulière. Vous dites véritablement le contraire l'un de l'autre, c'est-à-dire que toi tu dis que tout est en quelque sorte neutralisé, alors que toi tu dis qu'en fait ça reste là et que la question continue à se poser. Moi j'ai tendance à penser comme Yal, c'est-à-dire que effectivement tout est neutralisé volontairement à tout moment pour que surtout si jamais il y avait la possibilité d'un petit peu d'angoisse existentielle, si jamais il y avait la possibilité d'un peu de hard SF, mais au sens de hard quand c'est dur, quoi, et pas quand c'est dur à comprendre, mais quand simplement c'est dur à vivre. Tu sais, tu as vu comme moi, on a tous vu quand on était enfant des films pour enfants qui
qui ne se dérobait pas à ce truc-là. Mais qui bien avait ce sûr, côté bien sûr. art. C'est pour ça que je dis, je lui fais ce reproche malgré le fait que ce soit un film pour enfants. J'ai effectivement l'âge d'avoir vu Rencontre du troisième type à 8 ans à sa sortie. Donc c'est pour ça que la c'est question pas du film pour enfants me paraît pas suffisamment explicative de l'échec du film, comme si on avait des attentes d'adultes sur un film qui les déjouerait parce qu'il serait pour un public d'enfants. Moi, je crois que tout simplement, le film se déjoue lui-même à cause effectivement de la nature des réalisateurs, dont la caractéristique de l'humour est d'être cool. Et le cool, c'est effectivement, face à un événement, de prendre toujours une sorte de distance ironique. Et là, on a le sentiment que Ryan Gosling, le personnage de Ryan Gosling, est quelqu'un qui est constamment dans le cool. Et ce qui nous interdit d'avoir une seule émotion vraie, naturelle, littérale dans le film. Moi, je ne vois pas du tout de sidération ou d'angoisse ou d'humeur sombre derrière tout ça, parce que c'est tout de suite, effectivement, neutralisé par cet environnement cool. Alors, je suis d'accord aussi avec Yal sur l'idée qu'il y a 2 projets dans le film. Donc, il y a le projet des réalisateurs et il y a aussi le projet qui est un véhicule pour Ryan Gosling, au sens où dès que tu envoies une star dans l'espace, tu es censé réaliser un portrait d'une star. Parce que la star dans l'espace n'a plus de public, n'est plus censée avoir de public et d'interlocuteur, donc ça devient un portrait authentique de ce qu'elle est. Elle est démasquée, elle se retrouve seule, qu'est-ce qu'elle fait démasquée ? Évidemment, c'est une illusion, puisqu'en fait, ce portrait est fait pour un public, nous, spectateurs. Mais ça peut donner par endroits des belles choses. Brad Pitt dans Ad Astra, on retrouvait l'aspect spectral, fantomatique qu'il y avait dans l'assassinat de Jesse James, et qui travaille un peu la matière de Brad Pitt toujours depuis des décennies en fait. Mais là, tout ce qu'on a, cette espèce d'humeur dont parlait Théo, qui est une humeur profondément dépressive de Ryan Gosling dans ce que je crois ses plus beaux films, et notamment effectivement First Man. Cette humeur-là est rendue possible parce qu'il y a un personnage féminin en face de lui. Ryan Gosling n'est pas un acteur qui peut jouer tout seul. C'est un acteur qui a besoin d'un personnage féminin en face de lui. Là, il n'y a pas de personnage féminin en face de lui. Il y a un personnage secondaire qui est d'ailleurs très, très, très bien joué par Sandra Hüller. Mais sinon, dans l'espace, il est tout seul et il s'invente donc effectivement cette marionnette. Et en fait, il se redisneyise. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'être dans un spectacle de marionnettes, en fait, avec Ryan Gosling qui va faire des petits gags pendant 2h20. Et je trouve le film qui s'effondre complètement de ce point de vue-là, du point de vue de portrait de Ryan Gosling, qu'il est incapable de mesurer et de prendre la mesure de ce côté dépressif qu'a charrié finalement la personnage de Gosling dans le cinéma américain. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que ce personnage de Sandra Hüller ne rentre pas dans la catégorie des personnages féminins qui ont permis ça chez Gosling, puisque quand il est question qu'ils reviennent, et en filigrane, ils se plaisent quand même, et il est question qu'ils reviennent pour la retrouver, et s'ils décident de ne pas y aller, c'est franchement à peine esquissé. Il fait un choix de solitude qui a pour le spectateur ce coup-là, tu vois. Franchement, c'est à peine esquissé. Mais c'est esquissé, je suis d'accord, mais c'est pas inexistant. En fait, elle est même balayée par la question du buddy movie avec cette marionnette. Oui, c'est ça, tout simplement. C'est plutôt ça, effectivement. Et là où je dis qu'elle est excellente dans le film, c'est qu'en fait, elle a la seule scène qui, pour moi, marche émotionnellement, c'est donc la scène de karaoké, où d'un seul coup, il y a quelque chose qui se brise. On voit enfin une fêlure à ce moment-là, et c'est elle qui porte cette scène-là. Ouais, c'est une jolie scène. Je trouve que Gosling est un acteur particulier, parce que c'est un acteur du presque rien, c'est un acteur de l'absence. Il a énormément joué des personnages absents qui sont à peine là, et émotionnellement, c'est quelqu'un qui joue peut-être parfois un petit muscle ici qui va bouger, et puis sinon rien, surtout rien, le moins possible. C'est vrai que pour lui, se mettre seul pendant toutes ces scènes où il est censé charrier le film à lui seul, et puis en particulier si on imagine la mécanique du tournage où il est véritablement seul, c'est intéressant vu que c'est lui. C'est-à-dire que ça prend une certaine dimension avec lui. C'est vrai que là encore, il y a une auto-neutralisation de ce projet-là qui pourrait être intéressant, dans le fait que petit à petit il démarre
hirsute, comme la nouvelle naissance après son coma artificiel, donc il est hirsute, tout barbu, etc. Et la trajectoire du film, ça va être de reconstruire un Gosling tout propre, tout mimi, pratiquement un Gosling de boys band. C'est de ce point de vue-là totalement extraordinaire. C'est-à-dire, et ça ne peut pas ne pas être conscient de la part des réalisateurs. Et c'est en cela que, oui, tu dis, c'est pas assez de dire que c'est enfant et que c'est feel good, mais bon, c'est véritablement, ça finit par quelqu'un qui danse avec un caillou et qui fait des fist pumps, et c'est quand même ça. L'horizon du film, c'est de recréer un Gosling de boys band. C'est ça le drame en fait de Gosling aussi, qui crée l'effet de répétition. C'est aussi d'être. Il s'est inventé, comme tu dis, quand tu parlais des rôles du contre-champ féminin. Je repensais aux films des années fin 2000, début 2000, avec Direction France ou des choses où il était face à Michelle Williams. J'ai oublié le titre jusqu'au titre de ces films-là. Mais c'est vrai que Blue Valentine. Oui, voilà, Blue Valentine. Et déjà, il voulait s'inventer comme acteur, comme l'espèce de faux cool kid, enfin l'espèce de sous James Dean presque. Il y avait un truc d'être le type qui veut en fait renouer avec un truc très nouvel Hollywood, tout le monde veut être Dustin Hoffman, maintenant c'est ça la masculinité. Il faut pouvoir faire Drive et être une sorte de, comme tu disais, de personnage qui bouge juste un muscle pour épanouir son jeu, et en même temps qui est dans une espèce de passivité, de pantinisation, comme dans le film de, comment il s'appelle, sous le mode comique de Shane Black. Il y a toujours ce truc là et The Nice Guys. Et pour essayer ça devient effrayant ces références, pour essayer de résoudre quelque chose sur qu'est-ce que c'est que une masculinité hollywoodienne aujourd'hui, quoi, sans faire un truc qui soit agressif, qui soit masculiniste, qui ressemble à ce que le MAGA a l'air de souhaiter pour le cinéma aujourd'hui, etc. Et en fait, en allant vers ces deux types-là en particulier, il retombe dans un truc qui est une autre forme de masculinisme, qui est ce geekisme de bro, quoi. Qui ne parle que par leurs références. D'exclusion du féminin, en fait, totalement dans Maga, il souhaite le retour de Rush Hour 4, de toute façon. Absolument, voilà. Et ben, il va arriver. Voilà. Bon, on va laisser les étoiles à Ryan et s'occuper de notre beau pays, la France. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme. Et pour le national-socialisme, parce que je suis journaliste. Tant que le bon peuple cinéphile préférera la cage dorée des enfants du paradis à l'exposé sec de la règle du jeu, on pourra être sûr qu'une forme d'occupation continue, a dit un jour le critique préféré des critiques, Serge Danet, et qu'on aimerait bien ressusciter ce mois-ci pour l'interroger sur le nouveau film de Xavier Giannoli, non pas parce que Danet aurait forcément raison, mais parce qu'il pourrait nous aider à trancher. Est-ce que c'est la cage dorée ou est-ce que c'est l'exposé sec ? Au sortir du triomphe commercial de ses clinquantes illusions perdues, le réalisateur de Quand j'étais chanteur s'initie son film le plus ambitieux, le plus long, le plus cher, le plus, en s'attaquant à un sujet ardu, sans doute encore tabou, quoique peut-être de moins en moins, la collaboration et la façon dont on y glissa au travers du parcours du journaliste Jean Luchère, interprété par un autre Jean Dujardin. Les rayons et les ombres est sorti depuis 2 semaines et s'est très vite imposé au centre du débat public, récupéré par tous les bords, avide de le faire dialoguer avec notre époque à nous et son fameux parfum d'années 30 qui n'en finit plus de parfumer. On va parler du film, on va parler des heures les plus sombres de notre histoire, on va parler forcément un peu de critique de la critique, tant ce film a déclenché des réactions, disons, emportées, passionnantes, indissociables de lui. Alors si nous avons invité Léo, c'est bien sûr parce qu'il est extrêmement sympathique, mais c'est aussi parce qu'il aime beaucoup le film. Mais comme nous avons coutume de ne pas forcer les invités à se jeter d'abord à l'eau, je vais demander à Guillaume de commencer par en dire un peu moins de bien, je crois. Oui, alors je vais commencer par être très honnête en disant que, évidemment, j'avais une très grande appréhension à l'idée de voir le film, parce que d'abord, il dure 3h30 et 3h30 au cinéma, j'ai pas du tout envie en ce moment. Et d'autre part, parce que la nature du projet elle-même ne m'intéressait pas du tout. C'est-à-dire que j'avais quand même l'impression, et ça s'est confirmé par la promotion du film, qui s'est retrouvé dans des émissions de débat à la télévision, qu'on tombait directement à la fin de Papy fait la résistance. C'est-à-dire le côté dossier de l'écran, on va raconter ce qu'était la collaboration. Voilà. Théo, tu disais un sujet tabou encore aujourd'hui, mais de moins en moins. Moi, je crois qu'il n'est plus du tout tabou. C'est un sujet qui n'a plus du tout d'actualité, dont on se contrefout totalement. C'est un sujet qui appartient aux années 80. Probablement que dans les années 80, Giannoli était enfant et que ça l'a marqué et qu'il veut revivre son enfance comme ça.
en nous ressortant un vieux sujet de débat qui faisait les émissions avec Coluche et les anciens combattants, et dont on se contrefout, à mon avis, complètement aujourd'hui, quoi. La collaboration, la question a été réglée, quoi. On sait qu'effectivement, il y avait des gens gris dans les collabos, il y avait des gens salauds parmi les résistants, que des gens de gauche se sont retrouvés collabos, que des gens de droite ont été dans la résistance. Enfin, tout ça a été réglé historiquement. Je ne vois pas du tout l'intérêt de nous sortir ce débat-là aujourd'hui. Je comprends pas très bien. Bon, après, il faut être honnête, je vais voir le film. Le film, je le trouve pas déplaisant, crispant, absolument. C'est-à-dire qu'il se laisse couler, mais il se laisse couler comme un robinet d'eau tiède pendant 3h30, ce qui est un peu long quand même. Alors après, je trouve qu'il échoue quand même à traiter exactement son sujet, qui serait, si on pouvait essayer d'actualiser ce sujet, consisterait à dire le cinéma doit s'emparer des zones grises de la morale, c'est-à-dire que le cinéma n'est pas là pour juger, il est là pour observer, scruter et dire qu'en fait, on n'est pas ni tout blanc ni tout noir, on est à des endroits un peu gris. Voilà. Et ben cet endroit gris, je trouve qu'il échoue complètement à le montrer parce que, en fait, il repose sur une formule qui est la formule de l'engrenage. Alors, il y a effectivement, c'est Burdo qui l'avait noté, quelque chose qui est très clair chez Giannoli, c'est le travail sur l'aveuglement de ces personnages, ou l'aveuglement des gens autour des personnages. Là, effectivement, il y a un aveuglement de ce collaborateur et de sa fille qui ne cesse pas de répéter dans le film qu'elle ne savait pas, elle ne savait pas, elle ne savait pas. Mais cet aveuglement, on ne le perçoit, je trouve qu'on ne le perçoit jamais, le film ne donne jamais à le sentir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'ouverture, c'est un film qui n'arrive pas à travailler sur deux plans précis où le film devrait travailler, c'est-à-dire un plan subjectif, psychologique, sensible. Est-ce que les gens prennent des décisions ? Est-ce qu'à un moment ils ont des enjeux moraux ? On ne voit jamais ça. Et l'autre plan qui serait le plan... Oui, pour moi, justement, c'est précisément comme ça que ça s'est passé. C'est parce qu'à aucun moment il ne se voit prendre une décision. Et l'autre plan, c'est le plan structurel. C'est-à-dire qu'à un moment, comment ces engrenages se mettent en place. Ça n'est jamais filmé. On voit pas finalement, il y a très peu de nazis, de collabos, Laval, on en parle, etc. Donc, en fait, le film a une construction qui est très simple, c'est que chaque séquence met en place une dynamique entre les personnages qui est liée à un des motifs. Ça peut être donc les débats sur la collaboration, ça peut être la maladie, puisqu'ils sont tuberculeux, le père et la fille. Et très vite, à l'intérieur de cette séquence-là, un autre personnage introduit un deuxième motif qui va du coup lancer la séquence suivante. Et il fonctionne tout le temps comme ça. Et c'est ça qui permet de construire une sorte de logique implacable d'engrenage. Mais c'est la forme même du film qui fait ça. C'est pas la forme narrative du film qui fait ça. C'est pas du tout ce qu'il construit analytiquement sur l'histoire, sur le sens de l'histoire. Et d'ailleurs, quand il n'y arrive pas, parce qu'il épuise un peu ce moteur narratif-là, alors du coup, c'est pris en charge par la voix off de la jeune femme, qui d'un seul coup va dire « Ah, bah, c'était l'époque, c'était comme ça, etc. » Et du coup, l'engrenage devient une sorte de climat. C'est un climat, c'est une météorologie. Mais c'est marrant parce que ce que tu dis au discrédit du film, pour moi, c'est toute sa qualité. C'est-à-dire que je pense que j'ai jamais vu un film sur la Seconde Guerre mondiale où on la voyait aussi peu. Et je suis désolé. Je suppose face au film que c'est comme ça que la collaboration a été rendue possible. C'est qu'il ne voit pas les engrenages. Non, en fait. Je suis désolé, l'histoire, ça n'est pas un climat. L'histoire, ça n'est pas un climat. C'est des structures et des décisions. C'est ça l'histoire. Ce n'est pas un climat qui te tombe dessus et puis tu suis ce chemin-là, etc. Ça dépend quels aspects de l'histoire. Je trouve que c'est une défaite intellectuelle totale, mais vraiment totale de ce point de vue-là, et qui en fait est prise en charge par une manière formelle qui est très académique. Et que l'académisme, à un moment, ça produit quelque chose qui est inepte intellectuellement. Et c'est exactement ce que fait le film, à mon sens. Léo ? Tu dis que cette affaire a été réglée dans les années 80, je ne sais pas à quoi tu fais référence exactement, mais tu as dit c'est réglé historiquement, mais ça n'a pas été réglé cinématographiquement. Ça n'a jamais été même abordé cinématographiquement. C'est-à-dire, il y a eu 3 films avec un collabo, ou 2, il y a des collabos dans les films, mais un film sur la collaboration, véritablement, qui cherche à la raconter sur la durée,
Moi, j'en connais pas d'autres. Alors, je sais pas, vous en connaissez, c'est peut-être plein. Moi, j'en connais pas. Je connais des films sur l'occupation. Il y a le Minelli, évidemment, mais c'est pas un film français. Là, c'est un film français. Dire que tout a été réglé alors que justement, ça n'a jamais été même abordé tellement ça fait peur parce que justement, si on filme ces gens, est-ce qu'on va les aimer? Est-ce qu'on va pas les aimer? Est-ce qu'on va les excuser? Est-ce qu'on va pas les excuser? Est-ce qu'on va les entendre quand ils disent je savais pas? Ou est-ce qu'on va pas les entendre quand ils disent je savais pas? Donc non, pour moi, c'est pas réglé. Donc déjà, il faut donner quitus au film de son, disons, d'y aller. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y va parce que maintenant on peut, parce que justement, comme toi tu le disais en introduction, peut-être que c'est moins tabou aujourd'hui. Moi, je crois pas. Je pense que justement la polémique qui se lève gentiment sur le film, ou en tout cas qui l'accompagne, prouve que tout est très à vif, qu'on a besoin d'être sûr de ce qu'il veut dire, qu'on a besoin d'être sûr de ce qu'il veut montrer, on a besoin d'être sûr qu'on peut bien les détester. On est très très mal à l'aise avec l'idée même du gris, ou bien alors certains se frottent les mains du fait qu'il y ait du gris et se disent que c'est génial de pouvoir justement montrer qu'on pouvait venir de la gauche, etc. Et finalement, il reste plus que la polémique et on est un peu enseveli là-dessous. On essaie de faire dire au film des choses. Le film dit un truc très précis quand même, parce qu'il est du côté du procureur joué par Philippe Torreton à la fin. Et on sent que c'est le discours de Giannoli. C'est une scène. C'est une scène. Me pose d'ailleurs problème parce que je trouve que c'est une des scènes les plus mal filmées du film et que donc le discours qu'il veut poser était celui qui est le moins séduisant de son point de vue de cinéaste. 5 minutes chacun, comme disait Godard. Oui, non, surtout pas. Non, je préfère qu'on discute plutôt que faire. Non, je préférerais citer Danet et Godard déjà. Bon, laisse-moi m'endormir. Et la femme de Vigny aussi. Mais ça, c'était mieux. Non, je veux surtout pas faire un exposé. Je pense simplement que effectivement, c'est embêtant de penser que tout est réglé alors qu'il va quelque part où personne ne veut aller. Je pense que c'est le projet du film. Et là, sur ça, je suis exactement d'accord avec toi. Je pense justement que c'est un film où il y a presque pas de nazis, il y a presque pas de juifs, il y a presque pas de Shoah, il y a presque pas de résistants, il y a presque pas de, on ne cite pas Pétain, je crois, on cite pas De Gaulle, ou peut-être qu'il s'est peut-être cité peut-être dans une phrase quand les gens importants de l'histoire devraient venir dans le film, ça donne une grande scène où justement ils ne viennent pas et où c'est cette espèce de cérémonie aux Invalides où ils attendent tout le gratin nazi et finalement personne ne viendra, il ne reste que ces gens-là. Je pense que le film se veut rideau tiré dans un bocal, racontant quelque chose racontant une espèce de petit monde fermé. Est-ce qu'il veut dire que la collaboration c'était un petit monde fermé? Je m'en fiche complètement. Je pense que en tant que projet de film, en revanche, c'est passionnant. C'est-à-dire que si on est dans un petit monde fermé, disons dans un appartement ou une salle de réception avec les rideaux tirés, ce qui est un des motifs très fréquents du film d'ailleurs, alors tout le reste, tous les autres films existent. Et d'ailleurs, ils existent quand on rentre dans tous les autres films qui n'ont pas traité de la collaboration, tous les autres films de Seconde Guerre mondiale ou sur la Seconde Guerre mondiale qui ont justement traité les nazis, qui ont traité les résistants, qui ont traité la Shoah, qui ont traité la guerre elle-même, sont là, ils planent en dehors du film qu'on est en train de regarder. Et ce film-là, lui, il se concentre dans une espèce de truc. Et c'est assez intéressant d'ailleurs à ce sujet. Il y a cette longue scène de sanatorium où là, elle va à la marge. Elle sort, elle est malade, elle va donc dans un sanatorium en Suisse pour soigner sa tuberculose et c'est un moment assez particulier dans le film parce que justement là tout d'un coup on sort de ce truc oppressant complètement fermé et on va à la marge et on touche un peu, c'est là qu'elle rencontre les seuls juifs du film qui normalement n'auraient pas le droit d'être dans ce film. Donc je crois que pour lui c'est un enjeu de cinéma. Tout est enjeu de cinéma. Je ne pense pas qu'il s'est dit ça y est, je vais lui faire dire ce qu'il ne dit pas ou ce qu'il a peut-être dit dans des émissions que j'ai pas regardées, mais
je crois pas qu'il se soit dit il est temps de faire un film sur la collaboration. Je crois qu'il s'est dit, comme un cinéaste, il y a un sujet là, il y a un sujet sur ce truc, parce que justement on n'en a jamais parlé. Il y a cette espèce de microcosme ou d'écosystème ou de petit bocal dans lequel ces gens se tournent comme des hamsters dans leur... Il dit qu'il a vu, ça a commencé, il est allé chez un ami, il a vu une photo de Corinne Lucher et il lui a demandé mais c'est qui cette actrice, c'est qui cette jeune femme et son ami lui a dit en 3 mots ce qu'il en savait et il a trouvé ça un peu touchant et il se trouve qu'elle a écrit une autobiographie, Corinne Lucher, juste avant de mourir. Absolument, oui. Et donc derrière il a déroulé ce fil, mais c'est parti de ça. Donc si tu ça n'enlève rien, si tu veux, je pense justement. Oui, absolument. Je pense que justement des gens qui vont de salon en réception, en première de film, en plateau de film, qui sont dans un univers d'entre-soi complètement fermé. Encore une fois, pour moi, la grande métaphore du film, c'est les rideaux tirés. Bon, par rayon et ombre, il y a aucun rayon ne passe. Et il me semble qu'on a. T'as parlé de zone de gris, c'est intéressant. Il me semble que c'est vraiment très intéressant. Si on vient avec disons, tout ce corpus, toutes ces choses qu'on a lues, toutes ces choses qu'on a vues, toutes ces choses qu'on a apprises, toutes ces choses qu'on a pensées sur cette période-là, en tant que Français, on rentre forcément dans la salle avec tout ça avec nous. Et je pense que c'est très étonnant que certaines personnes, et c'est probablement à mettre au crédit du film. Certaines personnes vont regarder le film en disant ils cherchent à trouver les zones de gris, à excuser un peu les personnages, à montrer que les choses sont plus compliquées que ceci ou que cela, admettons. Mais moi, je l'ai vu de manière complètement inverse. J'aurais presque tendance à dire que le défaut que moi j'ai vu au film, c'est précisément qu'on rentre dans la salle et qu'en fait, ils sont déjà condamnés, que la messe est dite, que tout ça c'est acté et qu'ensuite, effectivement, on va regarder comment ils s'illusionnent, comment ils se trouvent des excuses, comment ils se trouvent des excuses auxquelles ils ne croient pas eux-mêmes, comment ils se détestent, la haine de soi débordante, dévorante qui les anime, aussi bien le père que la fille. Quand ils disent « je ne savais pas », c'est des cris désespérés de gens qui savent très bien qu'ils savaient très bien, ou qu'en tout cas ils n'ont pas cherché à savoir. Donc, et toutes ces choses-là, personnellement, en tout cas, personnellement, et je pense de manière générale, je veux juste répondre à... Excuse-moi parce que je t'ai coupé alors que je vais répondre à ce que tu allais dire, c'est vraiment n'importe quoi. Mais précisément, je crois toujours qu'on veut considérer que toute la responsabilité dans le film. On se dit, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire ? Et moi, je pense que la responsabilité, surtout sur ce type de sujet, elle est chez le spectateur. Elle est, qu'est-ce que je veux bien entendre ? Et qu'est-ce que je veux... Et ça, c'est très important. Et à mon avis, on rentre dans cette salle avec... On ne peut pas faire autrement. Avec les sens aiguisés et toutes ces choses qu'on charrie avec nous, on va essayer de voir ce qu'il essaie de nous dire, on va le regarder avec beaucoup de suspicion, ou bien alors on va au contraire se dire, bon, je sais déjà ce qu'il va me dire, puisque de toute façon, ces gens sont des ordures, ces gens sont des salauds, je le sais. Et d'ailleurs, c'est dit en prologue du film, ces gens sont des salauds, d'ailleurs, lui va être exécuté, et c'est donné dans les 5 premières minutes du film, on voit même l'image. Donc, la question ne se pose pas. Et donc, je crois, ça me fascine, si tu veux, qu'on puisse regarder le film comme une excuse, ou comme un engrenage, ou la description d'un engrenage, comme tu disais, ou au contraire, quelque chose qui est pratiquement entièrement déjà écrit avant même que ça commence. Et qui crée de l'ordre du pur tragique et de... J'ai vraiment envie de rebondir sur arriver au même point, sur la réception tordue. Qu'est-ce que tu aurais fait en 40, toi ? Mais j'aurais abondé la pinée du chef quand les... T'aurais abondé, t'aurais été dans l'abondance, ça va, bravo. Non, j'aurais été d'accord avec toi. Du beurre dans les épinards. Sur une chose précise, mais après, j'aime pas complètement le film non plus, mais par ailleurs, mais je voudrais arriver au même point en repassant par des détails de cinéma qui sont les décors. Enfin, c'est pas des détails d'ailleurs, c'est assez fondamental, et les acteurs aussi fondamental, en comparant avec Les Illusions perdues. Les Illusions perdues, c'est un film que j'avais pas aimé. J'avais cette impression, vous savez, de voir des acteurs qui font leur numéro, des acteurs déguisés dans leurs costumes qui font leur numéro, et avec cette espèce d'effet qui est très fréquent quand le cinéma français et d'époque se met à partir dans le passé, on a l'impression d'une soirée déguisée au Fouquet's qui est assez pénible, et j'avais complètement ça, Depardieu faisant son numéro, voilà. Je ne voyais que lui, et bon. Et là, j'ai un peu l'impression inverse, c'est-à-dire que je me suis dit pourquoi
Pourquoi est-ce que je vois pas Dujardin faire son numéro de Dujardin, ça aurait pu être le cas, et un personnage en profondeur, quoi. Pareil pour elle, pareil pour... Je crois que c'est aussi parce que le film... SS117 a dit Eric Voilà. Neuf. Pourquoi pas. Le film n'en fait pas des caisses, contrairement à Illusion perdue, qui a déjà d'office son César du meilleur décor, des meilleurs costumes, etc. Là, il y a quelque chose de lisser, en fait, l'époque, de vouloir tenir en respect cette impression que c'est fini. Dans tous les détails qui sont même l'architecture, là où habite entre guillemets au présent quand elle raconte et qu'elle enregistre son histoire l'héroïne, on a l'impression de voir un HLM presque quasi contemporain. Le square au début avec sa petite fille qui joue dans un square, c'est filmé Exactement. à Paris aujourd'hui. Oui, mais ça parce que c'est l'après justement. Oui, mais ça se passe en 52. Ça se passe Oui, en je sais, 52. mais justement, il y a une sorte de césure, c'est vraiment, il veut marquer l'après. Non, voilà. alors années 30, il fait sa radio, il insiste peut-être inconsciemment sur le fait que le matériel est quasi contemporain, enfin on a l'impression d'être au présent, et là on est dans ce truc, effectivement, de régler son compte à cette question qui est revenue souvent depuis quelques années. Sommes-nous en train de revivre les années 30 ? Cette comparaison revient souvent dans les médias, et c'est vrai que, bon, on a l'impression que le film se coltine effectivement cette question de manière littérale, et c'est pas inintéressant, premièrement. Sauf le problème, c'est que c'est lourd. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça se voit, que c'est mis dans la bouche des personnages, que effectivement, il oriente le regard sur, la question du journalisme, qui par ailleurs pointe aussi des accointances avec le pouvoir qui sont très contemporaines. L'idée qu'il y a une accointance, une influence du pouvoir politique sur le cinéma, ça commence à devenir de plus en plus vrai, aux États-Unis en tout cas. Il y a quelque chose comme ça de le dire, de le marteler, de l'asséner. Au bout d'un moment, c'est tellement visible et tellement limpide, ce parallèle avec l'époque, que ça devient lourd. L'idée du journalisme... Je te coupe pas, mais je vais dans ton sens en disant, mais aussi dans ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'on participe à l'alourdir, on ne peut pas le regarder autrement. C'est nous aussi qui faisons ça. Ça n'est pas, encore une fois, ça n'est pas seulement la responsabilité du réalisateur. Le regard qu'on porte sur le film est tout aussi important que ce que le film propose. Ah oui. Et c'est vrai qu'on a tendance à dresser ce parallèle en permanence d'une manière qui n'est peut-être pas exactement à la hauteur de ce que lui cherche. Non, mais en tout cas, il a envie de nous faire réfléchir à des questions, et c'est pas ça que je lui reproche, c'est la manière, par exemple, de mettre dans la bouche des personnages que le pouvoir du journalisme, ce n'est pas, je sais plus quelle est la réplique, ce qu'il écrit, mais ce qu'il n'écrit pas. C'est déjà dans Les Illusions perdues, ça c'est... Oui, non, mais il y a ce problème, effectivement. L'argent, la presse, voilà, c'est sa grande obsession pour raconter le présent, et en allant chercher dans le passé... On est d'accord, mais le fait est que la réception du film lui donne raison, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est le vrai parallèle, au-delà de la grande question années 30 ou pas années 30. Le vrai parallèle, c'est que notre époque, quelle est la caractéristique ? C'est cet effet de bulle. On parle d'une bulle de gens qui font la fête, et on vit effectivement dans des bulles séparées plus que jamais, où on peut choisir de ne pas de regarder là où ça nous arrange, et de ne pas regarder, et c'est ça le phénomène c'est ce qui caractérise l'époque et le problème de l'époque contemporaine, et qui se vérifie dans la réception du film. C'est-à-dire que quand on déjà en termes critiques, on regarde, on a lu des textes, par exemple le texte de Luc Chessel, Salut Luc, dans Libération, aussi brillant que faux à mon avis, qui en fait déjà fait un procès du film pour sa qualité française, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, si on parle pas seulement de questions de cinéma, mais de questions de complicité, de rendre sympathique des personnages qui sont indéfendables. Je veux dire, à ce moment-là, mais vous savez, il y a un film qui va sortir, qui est prévu, qui est le film d'Emmanuel Mar sur la collaboration aussi. J'ai très envie de voir ce film. Encore plus envie que je n'avais envie d'aller voir Des rayons et des ombres. J'ai hâte de voir... Enfin, voilà, je ne sais pas ce que sera le film. Évidemment, peut-être qu'il y aura évidemment une mise en scène totalement différente, avec des partis pris qui imposent une morale complètement différente. Mais il va falloir affûter ses armes critiques pour me dire... Enfin, voilà, quand le film existera... comment on peut faire un film, tout à coup on peut faire un film sur un collabo. Là, quand on voit comment est traité de texte en texte, et pas seulement dans le texte de Libé, le fait qu'ils aient la tuberculose,
c'est présenté comme ce sont des pauvres petits chats blessés, il faudrait les regarder comme ça. Non, là, pas du coup, tout, c'est leur c'est la dégueulasserie. souillure, mais c'est très lourd justement dans Alors, le film. c'est peut-être lourd, mais je veux dire, il y a une manière de tordre les Il y a choses. un travail sur la souillure et la pureté dans le film. Il y a une manière de tordre les choses qui prouve. Oui, c'est son côté chrétien, son côté scorsésien. Il l'a toujours dit. C'est très apparent formellement dans tous ses films, en particulier dans celui-là. Par ailleurs, c'est la véracité historique. Oui, mais là, c'est un film qui est... le problème aussi du film. Alors, je vais revenir sur ce que tu disais. Ils sont d'entrée de jeu montrés comme des salauds. Moi, je ne crois pas du tout parce que elle est montrée. C'est une jeune femme qui est agressée au début. Hein. Elle est agressée par des hommes. Elle va être agressée par des résistants plus tard dans le film. Et Jean Dujardin est quelqu'un qui la protège. Alors après, c'est une relation incestueuse aussi, ce qui est un peu compliqué. Là, ce qui joue là-dessus, parce que ça correspond pas, j'ai l'impression, à l'histoire réelle de ces deux personnages-là. Bah déjà, il avait beaucoup plus d'enfants aussi. Donc il y a un binôme évacué. c'est ça. Je ne crois pas qu'ils sont montrés d'entrée de jeu comme des salauds. Non, pas du tout. Non, ils ne sont pas montrés comme des salauds. Nous savons qu'ils sont des salauds. Donc, si tu veux, on va regarder le film d'une manière... Ça oriente notre regard sur le film. C'est un fusillé d'entrée de jeu, d'abord. C'est un fusillé qui est souvent... Il est fusillé en tant... C'est pas pour ça que c'est un salaud. Il est fusillé en tant que collabo. C'est-à-dire que ça induit un rapport au personnage qui n'est pas celui... Il n'y a pas un suspense sur survivra-t-il. Mais on est déjà revenu sur la question de l'épuration, qu'elle a été violente, qu'elle a été arbitraire, etc. On en a déjà parlé de ces questions-là. C'est pas un sujet tabou. Mais justement, c'est pas ça que disent ces scènes. En tout cas, c'est parce que nous, on leur fait dire. Encore une fois, on fait dire des choses différentes. On peut dire, avec ces scènes d'épuration, ce qu'on veut encore nous dire, c'est que l'épuration a été trop violente, trop ceci, trop cela. On pourrait dire ça, mais moi, ce que j'ai dit, c'est exactement l'inverse. Donc, non pas, je n'essaie absolument pas de dire que j'ai raison, je dis juste que c'est quelque chose qu'on amène nous-mêmes dans la salle. Pour moi, c'est très important. Ça dit plus de choses sur celui qui regarde que sur celui qui fait le film. Mais en fait, je pense que celui qui fait le film sait parfaitement que les spectateurs vont amener beaucoup de choses dans la salle. Et lui-même amène beaucoup de choses. Parce que tu parlais de rideaux fermés, effectivement. C'est-à-dire tout se passe dans une espèce de bocal. Voilà. Mais pourquoi il se permet de faire l'économie de toute la société autour, etc. C'est parce que tout repose sur beaucoup de clichés que nous avons en tête. Et il s'appuie dessus, j'ai l'impression. La question des orgies permanentes, mais c'est vraiment un cliché du cinéma de la Seconde Guerre mondiale. Et il s'appuie dessus totalement. Et c'est un motif répétitif. Il n'y a pas de moteur dans le film là-dessus. Enfin, il n'en fait rien. Et je trouve le film d'une très grande pauvreté de ce point de vue. Moi, je pense qu'il est justement dans une espèce de... Excuse-moi, il est dans une espèce de spirale et qui veut justement raconter ces espèces... Dans ce bocal, il veut raconter que qu'on va de plus en plus loin, qu'on tourne un petit peu comme que c'est une espèce de course folle, de descente aux enfers, qui va vers l'ivresse, vers l'orgie, vers la chute. Je pense que c'est son point de vue chrétien. C'est très assumé. Oui, c'est quelque chose qu'il a dit dans ses films. C'est une sorte de climat divin. L'orgie, je suis d'accord que pour le coup, il y a un folklore représentationnel de l'orgie moi, je sors un peu à ce moment-là. Mais par contre, vraiment, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais là où tu vois de la pauvreté, moi je vois des choix de retranchement qui sont des partis pris que je n'ai jamais vu dans des films sur la Seconde Guerre mondiale et où tout à coup je trouve ça assez intelligent de faire ça pour un film sur la collaboration. C'est-à-dire je n'ai jamais vu dans un film sur la Seconde Guerre mondiale un film où on ne la voyait pas en fait. Et en fait tout à coup dans un film sur la Seconde Guerre mondiale où on ne la voit pas, la collaboration semble possible, elle est même presque... une évidence, non pas au sens où c'est le choix que j'aurais fait, mais je veux dire, on comprend totalement pourquoi. Je comprends, c'est didactique. C'est ça le problème du film. Et c'est là que tu vois, la question de comment le film réagit avec aujourd'hui. Moi, effectivement, je suis stupéfait de voir à quel point tout le monde y trouve son compte et en fait le film plaît de Johan Chapoutot à Eugénie Bastier, donc sur tout l'arbre du polémisme contemporain, et voilà, parce que chacun va y voir les nazis d'aujourd'hui. Ça, c'est la force du film aussi. Les nazis d'aujourd'hui, les juifs d'aujourd'hui et les résistants d'aujourd'hui, et tout le monde va voir quelque chose de différent, sauf que comme tu disais très très justement Léo, dans ce film il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de résistants, il n'y a pas de nazis. Bon, il y a quand même un personnage. Il y a quelques résistants. Il y a quelques
résistant. Non, mais bon, Quelques résistants, je ils sont pas très bien montrés. T'as dit toi-même que ça durait 3h30. Schématiquement, mais donc du coup, il y a l'idée choquante mais donc, qu'il n'est qu'est-ce qu'il pas y a si méchant avec les résistants mais- au moment où il pourrait l'être. Mais, Enfin, donc ce que je vois très fortement, c'est que pour moi, pour le coup, c'est un film qui dialogue avec aujourd'hui sur un point précis, qui est l'extrême centre. C'est un film sur l'extrême centre. C'est un film. Moi, ce qui me frappe en termes de gémellité avec l'époque contemporaine, c'est quand on a des réunions de rédaction où on entend des extraits de leurs textes et on entend les espèces de formules creuses dont ils se drapent, comme construire une Europe forte, maintenir le dialogue. Et là, moi, j'ai l'impression d'entendre des éditos de Christophe Barbier. Je vois des gens comme ça, ivres de leur modération, discuter entre eux de ce qu'ils pensent être l'état du monde, sans voir qu'en fait ils sont uniquement en train de protéger leurs petits privilèges et leurs petits luxes, tout en se fabriquant une image d'eux-mêmes extrêmement vertueuse, à distance de tout ce qu'il se passe et qu'ils ne regardent pas. Et donc aujourd'hui, on a des chroniqueurs d'extrême centre qui parlent du film en disant « Ah ben vous voyez, ça nous parle des nazis », qui généralement ils vont dire que c'est les insoumis, et dans la même émission, ils vont discuter entre eux sur leur plateau télé de l'existence ou non d'un génocide. On est quand même sur un degré mais ça, c'est exactement ce que tu devrais... Ce qui, à mon avis, est un point contre le film. C'est-à-dire que si tout le monde y voit le reflet juste de sa justesse morale à lui-même, et ben c'est leur problème. Le film est catastrophique. Non, mais c'est leur problème de se tromper. À ce moment-là, le film est bien parce qu'il crée la controverse. Tu vois bien qu'il fait les deux en même. Il fait les deux. En fait, simplement, tout le monde le voit et encore une fois, mis face à des questionnements qui sont des questionnements sur cette époque-là, sur notre époque, mais très peu sur le cinéma. C'est ça qui est un petit peu regrettable. Encore une fois, si on regarde le film, disons, là où il se situe, c'est-à-dire, je vais dire un truc aussi bête que citer Godard, mais à hauteur de ces personnages, alors oui, la création des angles morts, la création d'un système qui permet de surtout pas voir ce qu'il y a à l'extérieur et qui permet en quelque sorte donc d'entretenir cette espèce de descente aux enfers, pour moi c'est le projet du film et je trouve que c'est un projet de cinéma. Est-ce que ce que ça dit sur 2026 et ce que ça dit sur les années 30 ou les années 40, c'est encore autre chose. Je crois pas que ça dise tant que je pense que ça dit quelque chose sur sa vision de l'humanisme, c'est-à-dire ce qu'il veut dire, parce que, encore une fois, je répète le mot chrétien, je pense que c'est très important dans le film, c'est-à-dire que c'est la chute d'un certain côté. Finalement, il faudra qu'ils payent, ils payeront. Mais en même temps, il y a une posture de pardon chez le cinéaste. Le pardon et les excuses, c'est deux choses complètement différentes. Le pardon, c'est à la fois beaucoup plus profond dans une tradition chrétienne, mais en même temps, c'est beaucoup plus mécanique. C'est presque quelque chose qu'on peut faire pour la forme. Vraiment excuser les personnages, il n'y a que les personnages eux-mêmes dans le film qui le font. Certainement pas le film. Je ne dis pas que le film excuse les personnages. Je ne dis pas ça. Non. Pardon, oui. Alors le pardon passe par le cinéma d'ailleurs. C'est un cinéaste qui vient donner le pardon à ce personnage-là, ce que je trouve un peu aussi grossier, d'une certaine manière. Mais ce que tu disais sur la question je crois qu'il a survécu, il veut reprendre son art. C'est une idée. Moi, je suis pas fan de cette scène de fin, mais c'est totalement vrai historiquement. Mais par contre, ce qu'il faut historiquement, il mélange des non, dates, mais ce qui est etc. intéressant, c'est lui en tant que ce personnage de cinéaste qui a été le Pygmalion, qui a créé cette actrice, qui a ensuite été déportée, qui revient et qui se raccroche à l'idée de pouvoir refaire un film avec elle. C'est une belle idée en soi, que la phrase soit un petit peu... Après, je trouve le mélange des dates. Moi, c'est très compliqué de savoir où on en est dans la guerre, au moment où ils avancent dans leur histoire, dans leur récit, parce qu'effectivement, tout est tellement opaque qu'on ne sait pas où ils en sont par rapport aux Alliés, est-ce que les Américains sont intervenus, etc., dans la guerre. Voilà. Ce qui me pose un problème, par ailleurs, par exemple, c'est qu'il mélange les dates à un moment, quand il devient président de la commission des organes de presse, etc. On a l'impression que c'est vers la fin. En fait, il a été dès 41, beaucoup plus tôt que ce qui est montré dans le récit. Ce qui prouve que le personnage était plus complexe qu'il a voulu bien nous le montrer dans son film. Mais ce que je veux dire, c'est revenir sur la question Tu veux dire plus complexe dans le sens plus salaud ?
probablement plus salaud, oui, plus objectivement salaud que ce qu'ils veulent nous montrer dans le film. Mais je reviens sur la question de la forme et du film. Précisément sur cette question de la forme, quand je parlais d'engrenage, c'est-à-dire que sa forme académique de petit A, petit B, qui renvoie à un petit B, petit C, comme ça, et qui fait qu'il a une chaîne narrative très simple, en suivant les séquences les unes après les autres, sans qu'il y ait d'enjeu de dynamique entre les personnages, juste une chaîne narrative comme ça. Il y a un exemple très clair, très, très simple et pour moi très limpide, c'est quand Otto Abetz se voit, alors qu'il vit à Berlin, convoqué par des nazis dans un bureau de nazis et proposé de travailler pour les nazis. À ce moment-là, il y a un enjeu total pour Otto Abetz, qui est un enjeu moral, de décision morale à prendre. Eh bien là, il s'en tire par une ellipse. La décision, on ne sait pas comment il l'a prise, et il se retrouve dans un train. Plan suivant, il est dans un train. Et donc la décision a été prise. Oui, mais on ne sait pas. L'ellipse. Il n'y a aucune délibération. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est ce qui est un enjeu colossal pour un personnage. L'ellipse, c'est pas esquiver un problème. Mais si, non, totalement. Au contraire, c'est justement montrer que c'est justement coller de dire, de toute façon, c'est un climat, il n'aura pas le choix. Parce que c'est un climat. Non, mais et mon film doit avancer. Mais il l'a pris sous la menace. En fait. Il l'a pris sous la menace et après il s'accommode. C'est pas la menace. C'est montrer la simplicité en fait de ces choix qui étaient aussi des non-choix. En fait, on parle d'une série de non-choix dans ce film. Et sur ce que tu dis sur l'opacité, c'est là qu'est la question de cinéma. C'est là que ça touche à notre réel. C'est-à-dire qu'on est dans des réalités parallèles où en fait on ne fait pas attention à ce qui se passe dans tel contexte géopolitique parce que ça nous arrange pas. Ça arrange pas nos idées. Je pense que c'est une des idées très fortes du film. C'est très facile. Et attends, c'est très facile de le faire. Et comme c'est très facile aussi en termes de cinéma, de regarder les films d'une certaine façon, c'est que tu parlais de Scorsese, de catholicisme. Moi, j'ai pensé à Scorsese en me disant effectivement, mais finalement, alors voilà, on peut plus faire Taxi Driver parce qu'on peut plus rentrer dans la tête d'un mec qui est raciste, et qui est violent et qui met en application. Pour moi, non, mais je veux dire, problème. moi, je reviens sur la réception et sur le fait que le film touche juste parce qu'il raconte cette époque où on met des œillères et on chausse des lunettes très étriquées pour regarder et la réalité et aussi regarder un film par ailleurs. C'est-à-dire que c'est un peu comme pour Sirat, finalement, les arguments contre ce film que j'entends, pas les tiens, parce que le truc c'est vrai que la question de filmer les choix ou pas, c'est vrai qu'on peut contester ce truc-là. Et j'ai parlé aussi de la lourdeur du film. Mais par contre... Je pense que ça ne ferait que l'alourdir. Je pense qu'effectivement, ils sont... Vas-y, excuse-moi. Mais effectivement, le fait de mettre ces œillères-là, ça donne... Je trouve que ça donne finalement raison à ce qu'expose Giannoli. J'avais encore un autre truc à dire, mais c'est de ma faute. Oui, mais je pense que vous parlez de choix ou de délibération. Je pense qu'effectivement, le choix permanent, c'est l'œillère, c'est l'angle mort. Et c'est le choix de ces personnages. Ces personnages ont fait une espèce de pari avant même que le film commence, qui est leur amitié et leur pacifisme d'entre-deux-guerres, et ils ne vont jamais se déjuger, et en même temps il est dit de manière extrêmement claire que leur rapport au privilège, leur rapport à l'argent, leur rapport au luxe et à la vie facile est absolument clé dans leur parcours. Donc moi, là encore, c'est effectivement, s'il y a morale dans le film, c'est plus de dire que finalement il y a dans les orgies et l'entre-soi quelque chose qui est déjà de toute manière délétère. Et le privilège, ça commence par la survie. Ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez bien montré dans le film, c'est-à-dire que en fait les collaborateurs qui ont été achetés, ils l'ont à la base été sur la base d'un appât du gain avec lequel on peut un tout petit peu se reconnaître, c'est-à-dire qu'à la base le mec il a un journal qui tient pas, et en fait au début il se dit juste qu'il va pouvoir réussir à faire un journal, et ensuite vous savez que le père de Giannoli était journaliste et au JDD. Ouais. C'est intéressant qui n'était pas encore justement le JDD, un autre JDD. Donc c'est intéressant d'avoir cette petite note sur la survie des journaux. Bon, de toute façon, je pense qu'on ne va pas plus se mettre d'accord sur ce film-là. Radio Londres, c'est terminé. Je pense qu'on avait un côté très dossier de l'écran dans cette émission, un grand sérieux, donc je pense que tu es content. Absolument. Ça t'a rappelé des bons souvenirs. Bah oui, Papy fait la résistance. Papy fait la collaboration. Voilà, ça a été filmé en fait, la collaboration. Oui, non, mais bien sûr, on aurait dû fumer pour faire dossier de l'écran. Merci beaucoup, Léo, de ta venue. Avec plaisir. Merci, Guillaume et Yal. On va se retrouver assez bientôt. On
va mettre un peu moins de temps, surtout qu'il y a quand même quelques films qui sortent en avril. Le retour de Gus Van Sant, de Claire Denis. Enfin, on va voir là-dedans ce qui serait digne de nos lumières. Et en attendant, on vous dit donc à la prochaine fois. Salut! 降りてすごい